Voilà. Alors, je me suis interrogé concernant le personnage de Aaron pour savoir quelle est sa caractéristique. Et si on vous demande, a priori, quel est le point essentiel de Aaron? Le shalom. Possible. Comment? D'accord? Il a conduit le peuple dans le shalom, Oev shalom, Rodev shalom, Oev et abriot, Mekarvan la Torah. Il fait tout pour rapprocher tout le monde du bien. Il va aplanir toutes les difficultés Ben Adam le Chavero. Il aime tellement la paix qu'il n'a pas peur de raconter des histoires pour essayer de faire la paix entre les gens. Donc, vous diriez que sa grande mida caractéristique, c'est Ben Adam le Chavero, la mida de Shalom. Il est aussi domaine. Il est quoi? Il s'est tu, il sait se taire. C'est une mida, ça? Non, c'est un moment de sa vie. Ah, je regarde, c'est lui. Comment? Ça, c'est ce que je vais tenter de vous dire depuis 2 ans. C'est une mida. En relation, c'est une mida. Pardon, parlez assez fort parce que pour enregistrer toutes les choses intelligentes que vous avez à dire, il faut qu'on n'entende pas un bruit de fond seulement, mais des idées de forme. Oui, c'est tout ce que vous avez à dire sur Aaron. C'était le phare de Moshe. Non, je ne suis pas en train de demander son âge et son poids. Non, 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 non. Non. Quoi, c'est tout ce que vous avez comme caractéristique d'Aaron? Bah, il était très amable aussi. Je ne sais pas s'il est très anave, c'est pas chez lui que je passerai la anava. Il était certainement, mais c'est pas un. Il se remettait en question. Il se remettait en question. Je n'entends rien, c'est du bruit, du bavardage, des piaillements. Il se remettait en question. Se remettait en question. C'était lui l'intermédiaire entre les Hachem et les Israël. C'était lui l'intermédiaire entre les... Voilà, ça se dit en français. Cohen. Oui, c'était l'homme de la Avoda. C'est l'homme de la Avoda, pour dire les choses simplement. C'était le Kohen Gadol. Le premier Kohen Gadol, celui qu'on qualifie de Kohen Gadol, celui qui est l'ancêtre de la lignée des Kohanim Gdolim. C'est la Avoda qui est son fief. Comment? Pardon, qu'est-ce que tu dis, toi? C'est pas une caractéristique, c'est un métier. Mon Dieu, Et pour être quelle mauvaise compréhension des choses. Kohen Gadol, Ça veut dire sa dimension, c'est une dimension d'Avodat Hashem. Alors, c'est ça ce qui m'a dérangé. À savoir qu'on a l'impression qu'il est champion sur 2 domaines. N'est-ce pas? Il est champion sur le Ben Adam le Chavero, c'est ce que vous appelez Oev Shalom. Et il avait cette mida d'une façon exceptionnelle. Il est champion du monde de la Avodat Hashem. C'est le Kohen Gadol. Et ça, ce qui me dérange là-dessus, c'est que je ne vois pas dans les autres personnages de la Torah, je ne vois personne qui excelle dans 2 domaines. Vous comprenez? Il y a Avraham, il a une mida. Yitzhak, il a une mida. Yaakov, il a une mida. Moshe, c'est compliqué. Alors, soit il n'a aucune mida, soit il a toutes les midot, soit il a je ne sais pas trop quoi, mais il n'y a pas champion de 2 choses en même temps. Ça n'existe pas. Et plein de personnages ont des très grandes midot, et on ne va pas dire qu'ils sont à la fois les premiers et les premiers. Ça, c'est quelque chose qui me pose problème. Peut-être pour vous pas, pour moi, ça me pose un gros problème. Je comprends pas. Où on est champion de tout et tout ce qu'on fait, ça se comprend dans ce cadre-là. Où on est champion de cela et tout ce qu'on fait, ça se comprend là-dedans.
pourrait dire que peut-être la mida de Aaron par excellence, c'est la Avodat Hashem, c'est la Avoda, le Kohen Gadol. Mais que une grandeur dans la Avodat Hashem, c'est quelque chose qui se traduit par la Ahavat Abriot. Je peux comprendre. Servir Hashem, de dire par exemple, c'est un grand Yareh Shamaim, et dans le commerce, il n'est pas honnête, ça, c'est, je dis, c'est un type qui doit se faire soigner quelque part. Il ne se rend pas compte, il croit qu'il est tellement grand, mais il est à côté de la plaque. Parce qu'on ne peut pas avoir une Yirat Shamaim ou une Avodat Hashem en étant malhonnête par rapport aux gens. Ça n'existe pas. Ça veut dire une mida rejaillit sur l'autre. Comme j'ai une fois entendu, Vayigdal hayeled vayetze elechav. Moshe Rabbeinu, quand il a grandi, ça veut dire, il a grandi, l'enfant a grandi, vayetze elechav. Il est sorti vers ses frères. Comme si la Torah dit que c'est la grandeur, c'est l'ouverture à autrui. Oui, c'est pas un récit, n'est-ce pas? Quand il était un peu plus grand, alors Moshe il a commencé à faire des escapades, il a fait comme ça des fugues pour du palais, il partait voir, s'intéresser à la politique, à la télévision, à ce qui se passait dans le pays. Non, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il a grandi, il est sorti. Il a eu une ouverture. Grandir dans quelque chose, c'est-à-dire être authentique dans une mida, ça veut dire que toutes les choses du bien se construisent autour de cette mida. Comprenez? Avram Avinu est un homme de Emet. Avram Avinu, c'est un homme de Din, mais son point névralgique, c'est-à-dire le centre de sa personnalité, c'est le Chesed, et la Midat Chesed autour d'elle, puisqu'il était tellement extraordinaire dans la Mida du Chesed, toutes les Midot se regroupaient là-dedans d'une certaine façon. Il fallait qu'il fasse la preuve. Atayadati ki Elokim ata. Maintenant, je me rends compte que tu n'es pas simplement un homme qui naturellement est un Baal Chesed, mais tu as une Yirat Shamaim, quelque chose d'époustouflant. Et alors, je peux vraiment dire que la Mida de Chesed que tu as, c'est aussi de la construction. C'est pas quelque chose, un penchant naturel. Parce que le penchant naturel de la Mida de Chesed, c'est Ishmaël. Vous comprenez? Yitzhak, qui est impérial dans la Mida de Gvura, de prendre sur soi, de se maîtriser, oui, eh bien, il est un homme qui devait à un certain moment sortir de son paradis d'Yitzhak et de commencer à avoir confiance en lui-même et d'aller, de sortir, etc. Mais chez tous les avot, ils ont enseigné. Il y a des psukim comme quoi chacun il avait un bétamidrash. Alors, on va pas dire l'un c'est le spécialiste de Yaakov, c'est l'homme du Hémet, donc il a un bétamidrash. Non, Avram, il a un bétamidrash. Yitzhak, il a un bétamidrash. Yaakov, il a un bétamidrash. Avram, il est Megayer, Guérim. Yitzhak, il est Megayer. Et Yaakov, il va continuer. Vous comprenez? C'est une mida essentielle dans laquelle on est top, dans laquelle on est champion du monde. Elle fait simplement qu'à partir de cette mida qui le caractérise, il va essaimer dans toutes les directions. Mais avoir une mida bien à côté du mida qui n'est pas bien, c'est que même la mida bien, elle a un problème. Vous comprenez? Bien. Ou bien on pourrait dire, donc, soit, on pourrait dire peut-être que Yitzhak excelle dans la mida de Avodat Hashem, de la proximité d'Hachem, mais proximité d'Hachem, ça ne peut pas se traduire, être grand là-dedans, sans ouverture vers autrui. Ouais, bon. Vous pourriez me dire peut-être que chez Yitzhak, eh ben, on ne peut pas tellement dire que sa mida, c'est Avat Hashem, puisque finalement, dans l'histoire du Hegel Hazahav, il a choisi le parti des Bnei Israël. Hein? Peut-être. Alors c'est peut-être dans l'autre sens que Yitzhak est le champion du Ben Adam le Chavero. Comment? Aaron, pardon, Aaron, vous avez raison. Que Aaron est le champion du Ben Adam le Chavero, mais à un certain moment, le Ben Adam le Chavero, on ne peut être jusqu'au bout dans le Ben Adam le Chavero seulement parce qu'il rentre là-dedans Ben Adam le Makom. C'est-à-dire, si on considère que l'autre, c'est un reflet d'Hachem, alors là, je peux être complètement
investi de cet avatar. Mais de considérer que l'autre c'est seulement un animal un peu évolué, alors la mida elle-même, elle est limitée par la vision que j'ai de l'homme. Donc on pourrait dire que Yitzhak, peut-être sa mida, c'est les Bnei Israël, mais ces Bnei Israël ne peuvent pas se traduire, sans toucher au spirituel. Une société qui ne croit pas en Dieu a une grande limite dans les rapports entre hommes. On ne peut pas être des vrais Baal Chesed dans la société actuelle qui n'est pas croyante. C'est parce qu'on a une vision de l'essentiel de l'existence humaine qu'on peut arriver à aller jusqu'au bout dans cette mida. Donc, disons, on pourrait dire, donc peut-être il y a une mida et que l'autre... Bon, ça aussi c'est difficile à dire. Pourquoi? Parce que finalement, si la mida essentielle de Aaron c'est l'amour d'Hachem, eh ben il a beaucoup fauté dans cette mida par le fait qu'il a fait les Egelazav. On aurait pu dire que c'est sa mida, et sa mida c'est d'avoir choisi cette chose-là. Et c'est marqué dans la Torah, dans Dvarim, c'est marqué Uba Nitanaf Hashem Od L'Hashmido va être palel Gam Be'ad Aaron Ba'etaï. Et contre Aaron, Hachem était extrêmement en colère, au point de vouloir l'exterminer. Et moi, dit Moshe, j'ai dû prier en faveur d'Aaron à ce moment-là pour le sauver. Malgré tout, il y a quand même eu la mort de 2 enfants. D'accord? Donc, c'est pas si clair tout ce qui se passe là-dedans. Et de toute façon, quand vous allez me parler d'Avram Avinu, vous n'allez pas voir, Avram Avinu, il était Yireh Elohim. Il y a de la Yirat Elohim. Mais on le définit vous allez faire des sondages, ça ne veut rien dire les sondages, mais qu'est-ce qui est passé? Avram Avinu, le Baal Chesed. Un vrai Baal Chesed, ça ne peut pas s'accompagner sans qu'il y ait de la Yirat Shamayim. Ce n'est pas un penchant naturel. Oui, c'est beaucoup plus fort que cela. Ouais, c'est une compréhension, une vision du monde, un vécu du monde, que le monde est kulo chesed, est dans un monde qui a une matanat Elohim tellement exceptionnelle. Alors, c'est ça qui m'amène à, et ça je ne peux pas, vous voyez, c'est aussi relié avec Hachem. La Mida de Gvura aussi est reliée à Hachem, mais elle ne peut pas se traduire autrement que par le fait aussi d'aller vers autrui, parce que on ne vit que pour soi, c'est normal. Mais si vous demandez qui c'est Yitzhak, je dirais Gvura. Et je ne vous dirai pas autre chose. Mais si je commence à vous parler d'Aaron, eh ben je suis très embêté, parce que sur Aaron, les 2 choses finalement sont dites. On ne va pas dire juste Aaron et Ohev Shalom. Non, attends, c'est quelque chose de très caractéristique de Aaron, qui est le Kohen Gadol, qui est rapprocher le peuple d'Hachem, être au service d'Hachem, c'est une chose énorme. Et cette chose-là énorme, et s'accompagne quand même d'Ohev Shalom. Donc, je reviens, si vous voulez, même si je peux envisager qu'il y a une mida et que le reste, même l'autre grande mida, elle est nichlalet, elle est inclue là-dedans, elle marche avec, elle marche de pair, même si je peux le dire, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a 2 choses. D'accord? Voilà. Alors, donc, j'en reste avec cette difficulté que j'aime pas les doubles champions du monde. J'aime pas, j'y crois pas beaucoup. Je cherche où il est, Aaron. Mettre le doigt sur c'est quoi le nœud, le centre de gravité de ce personnage. Avram, je peux le dire, Yaakov, je peux le dire, Moshe, peut-être je peux le dire. Mais David, Améler, je peux le dire. Mais Aaron, j'ai du mal, je suis partagé. Et ça, je ne comprends pas très bien ça. Vous voyez la difficulté? Peut-être vous pensez que c'est quelque chose de théorique. Moi, je sens ça que c'est un vrai problème. Qui c'est Aaron?
je ne sais plus très bien sur quel pied danser. Il aime plus les juifs, il sert plus Hachem. Dans Hegel, il semble avoir choisi les juifs. Mais en vérité, c'est ça qui a fait qu'il est Oved Hachem. Donc il cherchait la Avodat Hachem. C'est difficile, alors où il est. Voilà. Alors j'ai un midrash dans le Yalkut, sur Choukat, à propos de Ya'an lo emantem bi le'akdisheni. Vous savez que quand Moshe a frappé le rocher au lieu de lui parler, Hachem l'a puni. Sauf que il a puni Aaron en même temps. D'accord? Le midrash de dire Ya'an lo emantem bi, puisque vous, Moshe et Aaron, vous n'avez pas eu de émoun en moi, Aaron Machata, mais Aaron, qu'est-ce qu'il a fait dans cette histoire? Il n'y avait que Moshe qui agissait. Mikan Sham Tafel le Ovre Avera, que Over Avera. De là, on apprend que quelqu'un qui est avec un autre qui fait une Avera, il est pris, il est embarqué dans la même critique. Vaya Aaron Yachol Lomar Anilochatiti et la Shatak Kavash Koho Velo Limed al Atzmo Sanegoria. Et Moshe et Aaron auraient pu se défendre. Il aurait pu dire: qu'est-ce que moi j'ai fait comme faute? Qu'est-ce qu'on m'accuse? Mais il s'est tu et il s'est retenu. Et il n'a pas pris sa propre défense. Où Moshe me calso, et Moshe va faire l'éloge d'Aaron, chez Neymar, Haomer la vie voulimo loritiv. Dans Zotabracha, quand on parle du Lévi, et plus particulièrement du Kohen, on dit celui qui, par rapport à son père et sa mère, il dirait: je ne les ai pas regardés. C'est-à-dire, Lo Amad Lomar Ase Bishvil Abba, Bishvil Ima, Shelo Tikanesh Shekula Begimel Banea. Il avait quelque chose de terrible à dire. Il dit: fais pas ça à mes parents. Mes parents, ils sont vieux. Cet épisode-là, c'était après la mort de Myriam. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'eau. Il fallait frapper le rocher. Il n'y avait plus d'eau. Moshe a fauté là-dedans. Il est condamné à rester sur la touche. D'accord? Il aurait pu dire: pas pour moi. Fais-le pour mes parents. Quoi, tu veux que ma mère, la pauvre, la vieille, elle ait perdu ses 3 enfants comme ça, coup sur coup? Comment? Oui. Oui. Ben, de là, tu vois qu'elle était vivante. Une vieille mère. Oui. Voilà, tu l'apprends. Et Amram, s'appelle Amram, le père de... Oui. Il est venu faire en Égypte. Aussi, Non, quel est le problème? Il est venu faire en Égypte, puisque quand Hachem il a parlé à Moshe dans le désert, il lui a dit, il a pris la voix de son père, et il a dit: je suis le Dieu d'Amram. Or on sait que Hachem l'a associé à son vivant, de là Moshe a compris que son père était mort. Oui, c'est un midrash. C'est juste, c'est bien. C'est pas un midrash? Enfin, si, c'est un midrash. Comment? Non, non. Non, c'est un midrash. Oui, oui, c'est un midrash. C'est pas autre chose, tu l'as pas vu dans le texte. Tu fais jouer le principe Mais que c'est Ina tiré. Kadosh Baruch Hu miached al. Ouais. Alors, dans ce midrash-là, qui est un autre midrash, on met en valeur le fait qu'il n'a pas pris la défense de ses parents. Si son père était effectivement mort, il n'y a pas à louer à Aaron de ne pas avoir parlé en faveur de son père. Ouais. Bon, peu importe, c'est pas... Donc, Aaron aurait pu dire quelque chose de terrible. Il dit: mais mes parents, aie pitié de mes parents, c'est pas pour moi, mais fais-le pour mes parents. Il y avait quelque chose de très fort à dire là-dedans. Puisque moi, finalement, j'ai pas été là-dedans. Bon, j'étais à côté de Moshe, mais j'ai pas été dans le coup. J'ai des parents. Fais-le pour mes vieux parents. Il aurait pu dire ça. Ouais.
Rien. L'oritiv, il n'a pas vu. Il n'a même pas regardé. Ve'etechav lo ikir, la suite de la bracha de Zota bracha. Et ses frères, il les a pas reconnus. Shelo yalo eskim achiv. Beshimuna amorim. C'est-à-dire, il n'avait rien à faire avec son frère. Quand Moshe a harangué le peuple, a dit « Écoutez voir les révoltés », Aaron n'était pas avec son frère. Vedbanav, Loyada, et ses enfants, il n'a pas tenu compte d'eux. Koshelis refubanav shatak. Quand ses enfants étaient brûlés, Vaïdom à Aaron. Il a gardé le silence. Kishamru imretecha shenema vayomasher el Moshe vel Aaron, barech Hashem, chelo, etc. Yadav tirtse. Car tout ça, il l'a fait pour observer tes lois. Ne croyez pas que parce que Aaron a gardé le silence, que Moshe a gardé le silence. Le Midrash, un peu plus tard, Amar Moshe Aaron Machata, il dit à Hachem, mais Aaron, qu'est-ce qu'il a fait lui? Pourquoi tu le punis? Machal le balabait, sheba litol grano, shel lové, venatal shel shcheno. C'est comme un créancier à qui quelqu'un doit de l'argent, et il vient dans le champ du débiteur, de celui qui lui doit de l'argent, et il lui présente la note, et il va, tu vois, tu me dois l'argent, il lui prend toute sa récolte. Mais ça ne lui suffit pas, il va chez le voisin pour faire payer la suite. Bon, chez l'Olam, c'est le voisin, qu'est-ce que tu as à faire avec lui? C'est comme ça que Moshe parle à Hachem. Amarle Alové, alors le débiteur il dit Imani Chayav Shreini Machatalach, peut-être que moi j'ai fauté, mais pas mon voisin. Afkar, Amar Moshe, Lifna Kodesh Baruch Hu, Bono Shel Olam, Ani Ikpati, Aaron Machata. Et c'est pour cela, aussi ici, que Moshe dit moi, je me suis mis en colère. Shimuna Amorim, moi je me suis fâché. Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Bien. Voyez Aaron, on le décrit dans 3 situations. 1, lorsque il est décrété qu'il ne rentrera pas en Eretz. Il a des choses à dire. Il ravale. Kavash et Kocho, il se retient. Il a des choses à dire avec son frère, que finalement c'est une injustice que lui soit touché, alors qu'il n'a rien, absolument rien fait dans cette histoire. D'ailleurs, Moshe le défend, ça ne sert à rien, enfin, bon. Il se retient quand il a ses enfants qui meurent, il se retient. Vaïdom, il garde le silence. Hatzad Hashavé Shebaen, le dénominateur commun dans ces histoires, c'est quoi? C'est le silence d'Aaron. Aaron, c'est un silencieux. Vous allez peut-être dire et penser qu'Aaron, en vérité, c'est quelqu'un qui, à chaque fois, il ravale. Quoi qu'il arrive, il... Mektoub, vous voyez? C'est un homme qui est un peu incapable de réfléchir, peut-être, ou disons qu'il n'a pas assez de caractère, qui est incapable de réagir, et il est très grand, mais je veux dire... c'est plus de la grandeur à ce niveau, n'est-ce pas, si on ne s'amuse pas. Oui.
c'est plus la grandeur à ce niveau. C'est quoi? C'est de la faiblesse. Il ose rien dire. Il est bloqué. C'est un homme, vous savez, parfois on donne à quelqu'un un rôle qui est au-dessus de sa dimension. Ben, il est complètement paralysé. Hein? Vous allez faire, je sais pas, le jour où il va, c'est un acteur, il va jouer dans une pièce devant un parterre extraordinaire de gens, de gens importants et tout ça, il est paralysé par le trac. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas de la pudeur qu'il a. Vous comprenez? C'est du blocage, c'est un blocage. On pourrait avoir ce sentiment de Aaron. En vérité, quand les enfants de Aaron sont morts, Moshe a recherché un des béliers qui devait, d'après lui, être mangé, et il a vu que ce bélier, ce bouc, pardon, Séhir, il avait été brûlé. Il s'est mis en colère contre Élasar et Itamar, les fils d'Aaron, qui restaient, en disant « Pourquoi vous n'avez pas mangé ce khatat ?» etc., etc. Vaïdaber Aaron el Moshe. Aaron s'adresse alors à Moshe. Et Rachi de dire Vaïdaber Aaron ein lachon dibour et la lachon az chez les mar Vaïdaber am, etc. Parler, le langage de dibour, c'est quelque chose de dur. C'est-à-dire que Aaron, il ne s'est pas du tout laissé faire. Il dit, qu'est-ce que tu accuses mes enfants? C'est pas mes enfants, mais moi. Et c'est moi qui ai fait ça, parce que un des boucs, il y avait 3 boucs qu'il fallait offrir. Un qui était le bouc des Milouim, de la préparation, des jours de préparation. Il y en a un qui était de Narshon Ben Aminadav. Et il y a celui de Rosh Chodesh. Et celui de Rosh Chodesh, c'est celui-là qui s'adresse. C'est pas quelque chose de spécial pour ce moment-là. C'est un truc régulier qu'on apporte un bouc à Rosh Chodesh. Et c'est de celui-là qu'il s'agit, et le korban est de celui-là, et même si c'était pas agi de mes enfants, mais que j'avais été en deuil sans que ce soit pour mes enfants, je ne l'aurais pas mangé, parce qu'on ne mange pas un korban de ce genre-là. Quoi qu'il en soit, on voit que Vaïdaber Aaron et le Moshe, Ve'en dibour et la lachon az. Quand il a quelque chose à le dire, il le dit. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est bloqué, qui est castré par la présence de Moshe Rabbeinu. J'imagine c'est difficile devant Moshe Rabbeinu d'ouvrir la bouche. S'il n'ouvrait jamais la bouche devant son frère, c'est pas un respect pour son frère. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas juste chez son frère, alors Aaron, il part en guerre contre son frère. Et il sait parler. Il n'a pas peur de parler. Vous y êtes, mesdemoiselles? Ouais. Alors on voit qu'Aaron ne parle pas. Donc maintenant, ça a du sens. C'est pas qu'il ne parle pas parce qu'il est timide, parce qu'il est incapable, parce qu'il est bloqué, il est paralysé de trac. C'est pas vrai. Il y a une grandeur d'Aaron de se retenir. Ok? Et donc, c'est ça, de ce côté-là, qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez Aaron si on voit dans les différentes grandes occasions de sa vie que chaque fois, il a choisi de se retenir, de se taire et de ne pas se faire entendre. D'accord? On va prendre l'exemple de la mort de Aaron, de ses fils. Après la mort des fils d'Aaron, comment est-ce qu'Aaron il a réagi? Il s'est tué, très juste. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit?
Juste une seconde que je le trouve. Vaidaber Hashem el Aaron les morts. Yain veshechar al tesht. Rashi dit, c'est dans le Perek Yud, le Pasuk Chet. Je ne le vois pas directement ici, mais c'est marqué que c'est la seule fois où Hachem s'est adressé directement à Aaron. Aaron, oui c'était plus haut, Rashi, qui bel srar al shtikato, il a été récompensé de son silence, ou masrar kibel, quelle récompense? Shnikached imo hadibour, que Hachem lui a parlé exclusivement à lui, Shenemralo levado parashat shtuyeyain, que lui seul a eu droit à une parole d'Hachem, et pas Moshe. Oui. Voilà. Pourquoi cette récompense? Parce qu'il a gardé le silence, et pas Moshe. Donc, normalement, ou Hachem parlait à Moshe et Aaron ensemble, ou il parlait à Moshe qu'il dise à Aaron. Mais jamais Hachem ne s'est adressé à Aaron tout seul. Ouais. Ah, je vais vous dire ce que je pense là-dessus. Que quand il y a lo aleinu un deuil, c'est marqué dans Pirkei Avot, il ne faut pas essayer de consoler quelqu'un quand le mort est encore en sa présence. Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est tellement fort la présence du mort, l'immédiateté de ce mort, que c'est pas le moment de parler de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Garder le silence. Vous savez, il y a un personnage, quand il a entendu parler de mort, eh bien, il a très mal réagi. Qui c'était? Oui, qui c'était? Esav. Esav, quand il a vu que Yaakov, il avait fait Nezid Adashim, un plat de lentilles, il lui a demandé c'est quoi ça? Il lui a dit Met Azaken. Le vieux, il est mort. Avram Avinu. Met Azaken. Le vieux, il est mort. Leit din veleit dayan. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de juge. Quoi? Tous les mérites d'Avram Avinu, tout ce qu'il a fait dans sa vie, ça ne l'a pas protégé, il est mort. Leit din veleit dayan. Il n'y a pas de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si l'on peut dire, concernant Esav, il a vu rouge. Hein? Ça veut dire, il a réagi d'une façon très violente en disant, il n'y a pas de justice. Et c'est ça, la réaction, si on devait parler quand le mort est là, en présence du mort, on est frappé par un sentiment d'injustice. C'est pas normal. Quoi? À lui aussi, ça lui arrive. Le manque est tellement terrible que arriver à garder le silence devant un mort, c'est quelque chose qui est terrible. Si on ouvrait la bouche, on parlerait comme Esav. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de consoler quelqu'un quand le mort est encore là. C'est pas. Il n'y a plus parler. On ne peut pas. Pourquoi? Il est tout à sa douleur. Je pense d'ailleurs que le mot de Havel, c'est comme aval. C'est une restriction. Mais il y a quelque chose qui... Le monde est mal fichu. Il y a un scandale quand même dans le monde quand il y a une mort.
quelqu'un de proche, quelqu'un qui on tient, quelqu'un qui est sadique comme Avraham Avinu, si on ouvrait la bouche, ça serait pour hurler, pour dire mais c'est pas bien, c'est pas normal. Et pourquoi Hachem il l'a fait? Et Avraham Avinu, tout ça petite coûte, il l'a pas protégé. Et moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça m'a pas aidé là-dedans. On ne pourrait que parler de scandale. Comment est-ce que Yaakov réagit? Haya ose nezid adashim. Il fait mijoter son plat, c'est-à-dire, il est en train de remuer les choses au fond. Comprenez? Faire quelque chose qui vient lentement. Et les hadashim, vous savez bien, c'est quoi? On prend les hadashim, des lentilles ou des œufs, parce que ça représente le cycle de la vie. C'est pour ça que c'est rond. Et il a une paix. Il n'y a pas d'ouverture, comme un œuf ou des lentilles, il n'y a pas d'ouverture. C'est-à-dire, on ne peut pas parler. Il ne faut pas parler. Pourquoi il ne faut pas parler devant un mort, quand il y a un mort? Parce que s'il fallait qu'on parle, c'est trop dur. On crierait à l'injustice, quelque chose de pas normal. Si on parlait, on parlerait tous comme ils savent. Et c'est pour cela qu'il y a quelque chose de kovesh et titzro, qu'il faut se retenir de ne pas exprimer les choses. Les chachamim, dans leur intelligence géniale, ils disent quand même qu'on fait la kriya. La kriya, c'est quoi? C'est déchirer quoi, un habit. Oui. Et vous verrez, et ça c'est quelque chose de génial, c'est-à-dire quoi? Que la tension est tellement énorme que parfois on ne peut pas ouvrir la bouche. On ne peut pas s'exprimer parce que c'est trop énorme. Ou ce serait des hurlements à pas finir, ou c'est un cri au scandale, où on n'arrive pas. Les chachamim, ils ont un truc extraordinaire. Ils font quelque chose qui traduit le deuil. On te détruit. C'est pas pour l'habit. Mais ce petit truc-là, ça permet de lâcher les vannes. On peut pleurer. Comprenez? Il y a, pour libérer l'homme d'une douleur qui est trop lourde à porter, on a inventé cette histoire de la kriya, de déchirer l'habit. C'est rien par rapport à la mort, à la disparition du mort, mais c'est quelque chose qui... C'est comme soulever le bouchon là, de la cocotte minute, qu'une tension terrible, ça permet à évacuer. À évacuer quoi? De pleurer, de pleurer, de pleurer. Mais on ne parle pas de parler. Mais parler, il ne faut pas parler. Les 3 premiers jours après le deuil, on garde le silence, on ne dit pas les choses. Parce que si on devait dire, on hurlerait à l'injustice. Pleurer, ça permet de vivre, de respirer. C'est comme quelqu'un qui vit trop longtemps en apnée, qui a trop longtemps pas pu respirer, et maintenant on lui donne une occasion de se libérer, de pouvoir pleurer, de lâcher quelque chose, mais pas la parole. Aaron, c'est ça ce qu'il fait. Il aurait pu crier, quoi? Ses enfants, Gdouché Elion, c'était les perles d'Israël. C'était les enfants les plus réussis qui existaient. C'est des gens qui sont comparés à Moshe et Aaron, ou plus. Oui, on a déjà parlé de ça. Ils sont exceptionnels. Et quoi? Parce qu'ils ont fait un korban qui n'était pas recommandé, ou à cause d'un petit truc pareil, ils meurent. C'est terrifiant. Aaron a gardé le silence, et je pense que comme il a gardé le silence, il a découvert qu'il faut mijoter le plat, c'est-à-dire éloper, que les choses, il faut pendant un certain temps les contenir, et le fait de les contenir, ça nous amène à pouvoir entendre des choses. Si dès qu'il y a un scandale et on est en train de crier, on n'apprend rien, on a une réaction épidermique, immédiate. Alors on n'a pas évolué, on est resté comme la nature, oui, mais pas plus. Mais le fait de garder le silence, ça a donné à Aaron la possibilité qu'Hachem lui parle à lui, et pas à Moshe, parce que Moshe n'a pas pu vivre aussi durement la mort de Nadav Avihu que Aaron. Aaron le père était complètement dans le scandale quoi, de la disparition
de ses enfants. Et Aaron, en gardant le silence, c'est ça ce qui lui a permis d'entendre. Ce n'est pas une récompense. Oh, t'as été bien gentil de ne pas crier et de ne pas faire de scandale. On te donne un bonbon parce que tu t'es tu alors que tu aurais pu crier. Oui, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est qu'Hachem, il s'adresse, la récompense que Aaron a eue de son silence, c'est qu'il a été capable d'entendre une chose que même Moshe n'a pas entendue. Et quelle est la paracha qu'il a entendue? Shtou Yain. Shtou Yain, c'est quoi? C'est l'ivresse. Peut-être que c'était parce que la faute de l'Aviou, c'était l'ivresse. Mais j'ai dit même lui-même, il est à même de comprendre que parfois une ivresse, quand on se laisse aller à exprimer un enthousiasme ou une tristesse qui sont trop forts, on est amené à déraper. Donc Aaron, il a entendu la paracha de Shtou Yain, c'est-à-dire, puisque lui, il a su se retenir, il a su intérioriser sa douleur, il a une oreille pour entendre quelque chose, et c'est ça ce qui lui a permis d'entendre des choses que même Moshe n'a pas pu entendre. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Il s'est rendu compte de l'erreur qu'il y aurait eu de réagir tout de suite. La paracha de Shouaïn, peut-être c'était la faute de ses enfants, mais aussi, quelque part, c'est ça ce qu'il peut entendre. Il peut entendre que, maintenant lui qui s'est retenu, qui a évacué les premiers temps en prenant sur lui, en intériorisant les choses, n'est-ce pas? Il a pu être à même d'entendre l'erreur qu'il y a à Shtou Yain, à dire des choses dans l'ivresse, dans le sentiment premier. Oui? Et je pense que c'est peut-être ça le pshat, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il vient être Menachem Avelim. Quand il est venu chez Avraham, il est venu chez Yitzhak, chez Yaakov. Il y a plusieurs personnages dans l'histoire, il faudrait faire un bilan qu'Hachem est venu Menachem. Quelle est la Nechama? Peut-être la Nechama, c'est ce qu'Hachem y met dans le cœur, cette capacité d'être changé par le fait qu'on fasse le deuil que halacha. Que quelqu'un qui est capable de ne pas laisser éclater sa rage, son sentiment d'injustice, et qui est capable de vivre avec cela, après avoir déversé les larmes dans la kriya, mais de ne pas parler, de ne pas juger, parce que s'il juge, il dit il n'y a pas de justice. Ouais? Quelqu'un qui est capable de cela, de mûrir cette maturité nouvelle qu'il a, cette oreille nouvelle qu'il a, je pense que c'est peut-être ça qu'il s'agit quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Menachem Avelim. Menachem Avelim, c'est pas qu'il y a une espèce un courant doux, juste, vous savez, comme des oiseaux gentils qui s'approchent parce que l'Akadosh Baruch Hu, la Shrina, elle est gentille et nous caresse sur la joue et nous donne une petite bise sur la joue, sur le front. C'est peut-être pas cela, mais c'est ce sentiment qu'on a d'avoir compris quelque chose, d'avoir avancé, d'avoir progressé, d'avoir acquis quelque chose. C'est ça la consolation, si vous voulez, du décès, c'est celle d'avoir gardé le silence. Oui, je dirais ça, c'est le modèle de ce qui se passe dans le silence de Aaron. Dans les Egel Hazav, on ne nous dit pas dans les textes que Aaron a bien agi. Il n'y a aucun texte qui nous dit une chose pareille dans la Torah. La Torah, elle nous présente la faute très grave d'Aaron. Le Midrash, il nous dit, il y avait une fois le fils d'un roi qui était rebelle contre son père et qui a décidé de tuer son père. Il y avait un pédagogue. Le pédagogue, c'est celui, l'enseignant, qui enseignait, qui éduquait cet enfant. Il a vu cette intention de l'enfant. Il a dit au fils, ne te donne pas cette peine, passe-moi le couteau. Shelo yeaserachon taloui elabi, pour que la faute, elle me soit attribuée à moi. Hitzitz alav amelech, le roi, il a vu ça, il lui a dit, tu vois, je sais très bien que c'est par amour pour mon fils
et par amour pour moi, que tu voulais absolument permettre à ce que mon fils il puisse continuer à vivre avec moi. Oui, et c'est pour ça que tu as fait la faute de vouloir me tuer, et c'est pour cela qu'à partir de maintenant, tu seras tout le temps assis à ma table, et c'est pour ça que maintenant tu auras 24 matanot kuna, oui, les 24 cadeaux de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière la responsabilité qu'il y a à affronter une situation impossible, est-ce qu'il faut choisir Hachem? Quoi? On laisse tomber les bénis Israël? Impensable. Est-ce qu'il faut protéger les bénis Israël? Tu fais les Gelazav? Impensable. Aaron a pris des responsabilités là-dedans. Et le texte le punit pour cela. Et il a perdu 2 enfants à cause de cela, raconte-t-on. Oui, mais le Midrash, il vient nous dire, vous savez, c'est ça qui a fait que Aaron, il peut servir. Il peut être l'intermédiaire par rapport à Kadosh Baruch Hu. Parce que lui, il a choisi de sauver le fils du roi. Vous voyez? Alors, il y a un premier niveau. Extérieurement, Aaron a très mal fait. Il a fait un crime extrêmement grave contre Hachem. Mais en vérité, dans le Midrash, c'est-à-dire en arrière-plan, en dessous de cela, en profondeur, c'est ça la grandeur de Aaron. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, c'est ça, en vérité, ce que je tiens à vous dire sur la grandeur que je vois d'Aaron. Que, en vérité, si je devais définir Aaron, je ne le définirais ni comme ci, ni comme ça. Ni comme le Kohen Gadol par excellence, ni le Ohev Israël par excellence. C'est vrai qu'il tient ces deux choses. Mais qu'est-ce qu'il est? Je pense que Aaron, c'est celui qui est caractérisé par la tension qu'il y a entre l'idéal, le devoir, la Avodat Hashem, et l'injustice qu'il y a, la distance qu'il y a avec le monde qui ne correspond pas à cela. L'idéal, c'est servir Hachem, et qu'est-ce que tu fais? Tu vas laisser mourir les Bnei Israël? Vous voyez? La mort de ses enfants, c'est terrible. Il n'y a pas de justice. Le monde, il n'est pas bien fait. Il y a des moments dans lesquels la façon dont fonctionne le monde est insupportable. Aaron, il prend sur lui, Vaïdom, de retenir ça. Vous voyez? Dans l'histoire avec ses parents, il protège ses parents dans cette terrible coup qui les frappe. Comment est-ce qu'on peut faire? Il pourrait crier pour ses parents. Aaron, c'est celui, je dirais, qui a sa grandeur, qui se voit dans des moments de deuil, d'injustice, de choix impossibles. Oui, je dirais que c'est ça, Aaron, il est pris, il est exposé à des contraintes impossibles à tenir et qui arrive à garder les choses en lui. Non pas, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il est timide, effarouché, honteux. Pas du tout, c'est pas ça Aaron. Mais sa mida, c'est de contenir les choses, d'arriver à prendre ses responsabilités dans une tension impossible. Et dans chaque situation, de faire le choix Kishamru Imrotecha, ouvritra une sorou, d'observer la parole d'Hachem, de ne pas venir au nom de ses parents. Mais c'est normal, c'est humain. Il a des parents, les parents de Jean perdu Myriam. Moshe est condamné, moi aussi, alors que j'y suis pour rien là-dedans. De prier pour moi,
de prier pour mes enfants, de hurler pour mes enfants. Aaron, dans chaque situation, il est, et c'est ça ce qui me semble apparaître ici, s'il y a un mot sur Aaron, je dirais c'est la pnimiout. La pnimiout, c'est quoi? C'est de ne pas agir sur un coup de tête, sur un ch'touïeyaïn, sur un enthousiasme, de toujours avoir du recul dans chaque situation et savoir toujours réfréner des penchants naturels de dire les din les dayan, c'est injuste, il n'y a pas de justice, Hachem il fait mal les choses, il y a réclamé quelque chose. C'est l'homme qui arrive à tenir toujours sa pnimiout. Je dirais c'est la pnimiout qui caractérise Aaron. C'est la pnimiout, c'est-à-dire d'arriver à garder. Et vous savez que dans la halakha, c'est marqué ou la havdil ben hakodesh ou ben hachol, ben hatameh ou ben hataor. Et cette caractéristique que Aaron il a, c'est de faire la différence entre le kodesh et le chol, entre le tameh et le tahor. Ce sont des choses qui sont très subtiles. Et je vais vous dire, du point de vue halakha, vous savez que quand on était dans des questions d'argent, si on juge une question d'argent, on commence à interroger, à demander l'avis au plus petit des juges. Parce que c'est marqué l'otane al-riv, ne répond pas sur une question, al-tikre riv et la rave, ne répond pas au rave, ne contredit pas le rave. Dans les questions d'argent, on interroge le moins fort des trois juges. Dans les questions de peine capitale, on commence à demander l'avis du moins fort des 23. Et on passe au suivant. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions dans lesquelles son opinion, elle compte. Dans les questions d'argent ou de peine capitale, c'est des preuves, c'est de la réflexion. La réflexion de tout le monde m'intéresse. Même quelqu'un qui est moins fort que moi, il peut m'apprendre, me rendre attentif à quelque chose, me suggérer des choses, me donner des pistes. Alors l'opinion de chacun est prise en compte. Donc dans ce monde-là, puisqu'il ne doit pas contredire, on ne va pas faire parler le plus fort, sinon après il faut qu'il se taise. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Matrilin minatsad, on commence par le côté à demander au moins fort, parce que l'opinion de chacun est importante, peut compter. Dîner Touma V'Tahara, dans les questions de pureté et d'impureté, Matrilin Minagadol, on interroge le plus fort. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on a interrogé le plus fort? Alors, d'après ce que je vous ai dit, qu'est-ce qui se passe? Les autres n'osent plus parler. Les autres n'ont plus le droit de parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles l'opinion des autres n'est pas intéressante. Je vais vous donner un exemple. Dans les arts, moi, par exemple, je ne comprends rien à Picasso. Je comprends très peu de choses à la peinture moderne. Je ne comprends rien à la musique moderne. C'est pas à moi que ça apporte que je donne mon avis sur le sujet. Pourquoi? Je n'y comprends rien. C'est des choses auxquelles je suis fermé. Ça ne m'intéresse pas que je dise ce que j'en pense. C'est toi. J'écoute l'opinion, si j'arrive à entendre ce qu'un spécialiste il va me dire. Il y a un grand cri douche que Picasso a inventé, c'est d'aller dans l'épure, dans l'idée, dans la je ne sais pas trop quoi. Ça ne m'intéresse d'ailleurs pas énormément, mais lui, il a quelque chose à dire sur le sujet. Dans la Touma et la Tahara, ce n'est pas des questions d'argument, c'est des questions de perception. Dans les questions de perception Matrilin Minagadol, on est seulement intéressé par l'opinion de quelqu'un qui a évolué sur le sujet, quelqu'un qui sait quoi dire, quelqu'un qui a quelque chose à dire, c'est le grand. Les autres, l'otané, al-riv, ne commencent pas à parler, écoute et entend. Et c'est ça le passou qui est dit à propos d'Aaron.
Ici, on est en train de dire que la vocation d'Aaron, c'est pas les dîners mamonotes, c'est pas les questions d'argent. Les questions de raisonnement, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le plus grand juge qui existe. Mais les questions de sensibilité, de perception, ben atame vataor, oui, entre le pur et l'impur, ben akodesh le chol, ces subtilités-là, c'est ça le domaine de Aaron. Comme c'est marqué, qui sifte kohen yishmerutat, ve Torah yevakshu mipihu. Les lèvres du Kohen, ils gardent le da'at. Le da'at, c'est cette perception profonde de la réalité d'une chose. Vous voyez ? C'est pas l'analyse de la chose, c'est pas le raisonnement de la chose, c'est la perception de la chose. Connaître la chose comme le da'at, c'est faire corps avec. C'est quelque chose de vécu. Le da'at, c'est la réponse du vécu. Quand on est en train de demander à des gdolim le da'at Torah, ça veut dire que ce n'est pas des problèmes sur lesquels il y a des réponses toutes faites dans le Shulchan Aruch, c'est le fait de vivre une certaine réalité qui rend apte certaines personnes à émettre un jugement sur une question nouvelle. Vous comprenez? Ça, c'est le da'at Torah. Le da'at, c'est ce qui ressort d'un vécu avec. Donc, le Kohen, qui sifte Kohen yishmeru da'at, il garde les choses, il ne parle pas. Pourquoi? Parce que quand on a affaire avec des gens qui sont des amateurs, il n'y a pas chez eux, alors qu'est-ce que je vais leur dire? Que tel et tel, c'est exceptionnel ce qu'il a fait, mais ils ont pas, il n'y a pas d'oreille pour entendre. Et alors, si tu t'intéresses à lui, il faut que tu ailles demander. Et le fait que tu demandes, ça veut dire que quelque part, ça te parle. Quelque part, tu essayes de comprendre. Quelque part, tu as affaire avec. Alors, Torah yevakshu mipihu, il faut aller l'interroger. Et je pense que c'est ça ce qui est dit sur le personnage d'Aaron. Aaron, c'est quelqu'un qui a une richesse d'un vécu, qui a vécu les problèmes du deuil, les problèmes des parents âgés, le problème de perdre ses enfants, le problème de l'injustice qu'il y a dans le monde à être considéré comme le voisin de Moshe, et à cause de ça perdre sa vie, etc. etc. C'est celui qui s'est confronté dans les choix les plus douloureux, et grâce à ça, il a un vécu, et ce vécu-là, c'est quelque chose, un enseignement, c'est le plus grand maître d'Israël, là où il faut parler à partir du vécu. Oui. Et je pense que ça, s'il y a une mida, c'est vrai qu'il fallait qu'il tienne et la Yirat Shamaim, Avodat Hashem, et l'amour des briottes, c'est vrai qu'il fallait qu'il les tienne. Parce que si l'un avait emporté sur l'autre, alors ça n'aurait pas été un choix qui aurait été un vrai choix. Il aurait déjà, de sa personne, il aurait déjà plutôt penché de ce côté-ci ou de ce côté-là. Mais il fallait qu'il tienne, qu'il soit champion dans deux domaines opposés pour arriver à ce que ça soit le lieu, que sa vie, ça soit le lieu des tensions, des incompatibilités, des difficultés de vivre cela. Et c'est pour ça que Aaron, c'est pas un théoricien du Hémet. Au nom du Shalom, on tord la tête au Hémet. On va dire à deux personnes qui se disputent, tu sais, ils regrettent. Ils ne regrettent pas une seconde. Tu regrettes beaucoup ce qu'il a fait, il n'ose pas te le dire. Après, on va chez l'autre, il dit, oh là là, le pauvre, il n'endort pas la nuit de ce qu'il t'a fait. Alors, quand ils se rencontraient, il allait s'embrasser. Comment ça? Mais c'est pas du Hémet. Ça, cette réponse-là, c'est pas du Hémet, ne peut la donner pas un théoricien sur le Hémet. Théoricien sur le Hémet, il va dire, c'est le Hémet, c'est le Hémet. Non. Mais quelqu'un qui vit les choses, qui comprend la vérité des relations humaines, lui peut dire quel est le émet de la chose. C'est ça la mida d'Aaron, c'est la pnimiout sur les choses. Cette pnimiout, on ne l'entend pas toujours, parce qu'il faut aller la chercher, il faut déjà soi-même avoir une écoute de cela pour arriver à entendre. Qui sifte Kohen Ishmeru Dat.